Peut-être je me présente rapidement. Moi, c'est Victor Durand-Lepeuch. Je fais un podcast sur la question du spécisme et j'ai aussi fait un mémoire sur la question de la sentience des poissons. Et du coup, aujourd'hui, je vous parle un petit peu de sentience. Et pour avoir une vague idée de savoir à quel niveau je vulgarise, à main levée dans la salle, qui a déjà entendu, qui connaît le concept sentience? Ok. Euh, qui voit bien ou à peu près ce que c'est la distinction entre la nociception et la douleur? Déjà un peu moins, ok. Et qui voit la distinction entre la sentience ou la conscience et la cognition? Ok, super, trop bien. Comme ça, je vois à peu près. Donc ça, c'est mon plan rapide. L'idée, c'est de faire un peu des liens et des ponts entre différentes cause areas qui sont pas toujours reliées. J'ai l'impression que il y a beaucoup l'IA d'un côté et beaucoup la cause animale de l'autre, et il n'y a pas toujours des ponts. Et du coup, c'est l'occasion de les faire un peu par ce sujet transversal de la sentience. Et donc, on va commencer par juste expliquer un tout petit peu ce que c'est la sentience, voir qu'on peut envisager la sentience de plusieurs types d'individus, disons, et après voir qu'il y a des défis particuliers qui se posent sur la sentience artificielle. Alors, petit disclaimer tout de suite, je suis pas spécialisé, absolument pas dans les questions d'intelligence artificielle, ni de safety des intelligences artificielles. Donc, s'il y a des gens qui connaissent très certainement mieux que moi ces questions dans la salle et que vous avez l'impression que je dis des choses inexactes, ou ça vous paraît pas clair, ou si vous avez des choses à compléter et contribuer, vous pouvez m'interrompre à tout moment. Et d'ailleurs, si vous avez des questions aussi et des points de clarification ou des choses qui vous paraissent pas claires, à tout moment, moi j'ai pas de souci à interrompre avec des questions. Vous levez la main et comme ça permet d'expliciter et d'être sûr que tout le monde est là encore. Donc voilà, n'hésitez pas à m'interrompre. C'est parti pour le petit topo sentience. Du coup, vous savez plus ou moins tous que sentience, c'est la capacité à éprouver des choses subjectivement, et en fait à avoir des expériences vécues en première personne. Et ça peut être des expériences positives, donc typiquement les plaisirs en général, ou des expériences négatives, donc la douleur en particulier, mais plus largement la souffrance. Et la souffrance, ça peut être des souffrances psychologiques, pas forcément des douleurs physiques. Voilà. Et ça renvoie à une forme de distinction un peu précise qu'on a en philosophie entre deux aspects de la conscience. Donc la sentience, c'est bien la conscience, c'est juste un certain aspect de la conscience. Il y a la conscience qu'on dit d'accès. Donc en fait, c'est le fait juste de pouvoir reporter l'information, que l'information est directement accessible. Donc là, en fait, vous êtes en train de me voir, vous voyez des couleurs, vous avez une expérience, une conscience d'accès de ça, et vous avez un autre aspect de la conscience qui se rajoute, qui est l'aspect phénoménal ou un peu subjectif de ça vous fait un certain truc, ça vous fait quelque chose d'être dans cet état mental de conscience. Et ça, c'est ce qui renvoie justement à la sentience. Et pour faire une toute petite distinction supplémentaire, la sentience, c'est cet aspect phénoménal, mais avec, on dit valence, c'est-à-dire, faut que ce soit positif ou négatif, faut que ça nous fasse du plaisir ou du mal. Si c'est juste des états neutres, maintenant, on considère que ça relève pas de la sentience, mais juste de la conscience phénoménale neutre. Voilà. Euh, euh, et du coup, pour expliquer un tout petit peu plus, nous les humaines, on a en permanence des états mentaux, des sortes de fonctions cognitives qui tournent dans les ordinateurs que sont nos cerveaux. Voilà, le cerveau fait en permanence tourner plein de tâches. Et il y a plein de tâches qui sont jamais conscientes en fait. Par exemple, là, votre cœur est en train de battre. C'est un truc qui est régulé par certaines aires de votre cerveau. C'est a priori pas un truc dont vous avez conscience en permanence. Pareil pour la respiration. Vous continuez de respirer même quand vous en avez pas conscience. Et là, si je vous dis, pensez consciemment, prenez une respiration, là, d'un coup, ça rentre dans le champ de votre conscience. Ce qui est, alors que ça a été jusque-là juste un truc régulateur en permanence. Donc, on voit qu'il y a des choses qui peuvent entrer dans le champ de notre conscience. La vision, c'est pareil. Il y a des choses que vous captez et dont vous n'avez pas conscience, en fait, mais qui sont quand même des informations qui parviennent à votre cerveau. Et si je vous dis, concentrez-vous sur tel point, d'un coup, ça accède à votre conscience. Donc voilà, il y a pour distinguer, en gros, il y a le niveau zéro des états cognitifs qui tournent mais qui sont pas conscients, et après il y a des états conscients qui font l'objet de la conscience d'accès, et l'autre aspect de la conscience qui est l'aspect phénoménal subjectif, c'est ça qu'on appelle la sentience. J'espère que c'est assez clair comme ça. Et pour encore mieux le comprendre, en prenant le cas de la douleur, ça permet de bien voir cette distinction entre conscience d'accès et conscience phénoménale. C'est que l'aspect de juste capter des informations qui parviennent à votre cerveau et qui font certaines réactions, par exemple comportementales, qui font bouger des trucs dans votre cerveau et vous font éviter, par exemple, je sais pas, si vous posez la main sur un objet brûlant, vous avez la main qui va tout de suite se retirer.
Alors soit c'est l'arc réflexe qui va même pas jusqu'à votre cerveau, en fait qui passe juste dans la moelle épinière et qui revient direct pour vous faire retirer, mais ça peut aussi être quelque chose qui a le temps d'atteindre, une information qui a le temps d'atteindre votre cerveau et qui crée une différence comportementale, mais ça se trouve vous l'avez pas senti. Vous pouvez imaginer que vous avez une réaction comportementale et ça vous fait pas mal. Donc ça, ça c'est la nociception. En fait, c'est la perception inconsciente ou conscience, mais juste conscience d'accès, mais en tout cas pas perçue subjectivement, de stimuli potentiellement ou réellement néfastes. Ça peut être des états internes aussi, des choses qui vont pas bien à l'intérieur, et c'est détecté par votre cerveau. Mais le truc en plus qui relève de la sentience, c'est non plus seulement la nociception, mais bien la douleur. C'est le aïe, ça fait mal. C'est l'état subjectif qui nous fait nous dire là, je sens quelque chose et quelque chose de désagréable. Et donc voilà, la sentience c'est ça, et du coup c'est assez intéressant de savoir qui est sentient ou qui l'est pas pour savoir qui peut ressentir la douleur et qui ne le peut pas, parce que ça a une importance éthique assez importante. Donc voilà, c'est juste la distinction de nouveau nociception-douleur, c'est la distinction entre détecter, percevoir et réagir à des stimulations internes ou externes potentiellement nocives, et le fait de réellement ressentir la douleur, d'en avoir l'expérience subjective en première personne. Ça vous fait mal. Et une autre petite distinction, c'est celle dont je parlais plus tôt et tout le monde n'avait pas l'air forcément de la connaître, c'est la distinction entre la conscience et la cognition, ou plus précisément entre la sentience et l'intelligence. En fait, la sentience est un sous-type de conscience, comme je vous l'ai dit, et l'intelligence c'est aussi un sous-type de cognition. Et donc la cognition, c'est par exemple des choses comme c'est toutes les fonctions que vous tournez, c'est la mémoire, c'est la perception visuelle, c'est tout plein de fonctions cognitives que vous avez, mais qui relèvent pas forcément de la conscience. Alors que la sentience, elle, relève bien de la conscience, d'un certain aspect de la conscience. Voilà pour toutes les petites distinctions. Il y en a encore plus, mais je veux pas vous embêter avec plein de petits trucs. Et on va plutôt passer à pourquoi est-ce qu'on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on parle régulièrement, en particulier dans l'AE et un peu généralement dans l'animalisme aussi, on en parle pas mal de sentience. Pourquoi on s'y intéresse? Pas, déjà parce que c'est cool et intéressant, mais quand même aussi parce que surtout c'est une capacité qui importe moralement, qui fait des différences pertinentes entre si on est sentient ou si on l'est pas. Et va pas y avoir les mêmes conséquences morales. Et plus spécifiquement, c'est que c'est assez consensuel maintenant de penser en philosophie que la sentience, c'est un bon critère pour savoir qui a un statut moral. Donc un statut moral, c'est qu'on peut nous faire du mal, qu'on peut enfreindre nos droits ou nous faire souffrir, voilà, selon les types de théories morales qu'on mobilise. En gros, de façon très large, on peut nous faire du mal et ça compte moralement. Et aussi ça compte, je précise moralement, mais pour nous-mêmes, parce que on pourrait dire par exemple les intelligences artificielles, même si elles sont pas sentientes, on peut se dire faire souffrir, du coup elles pourraient pas souffrir, mais infliger des choses qui pourraient être de la souffrance ou qui sont de la nociception, disons, à des intelligences artificielles, même si ça leur fait pas mal en elles-mêmes, ça peut avoir des conséquences négatives indirectes. Par exemple, qu'est-ce que ça fait de nous? Peut-être que ça développe des dispositions en nous qui sont pas super et que on va peut-être appliquer après sur des humains et des humaines de façon néfaste. On peut penser aux conséquences très négatives qu'auraient des robots sexuels, par exemple, même non sentients. Peut-être le fait d'avoir des robots sexuels non sentients va nous faire adopter certains types de comportements qui seraient pas éthiques envers des personnes qui elles sont sentientes. Donc voilà, ça c'est ce qu'on dirait, c'est des devoirs indirects. Mais moi, c'est pas de ça que je vous parle quand je vous parle de statut moral. Je vous parle vraiment de est-ce que la personne ou l'individu compte en lui-même, pour lui-même, parce que sa vie lui importe, parce que il ou elle est sentient. Et c'est ça où on dit, du coup, être sentient, ça nous octroie normalement un statut moral. C'est peut-être pas la seule condition ou la seule capacité qui le fait, mais au moins c'est assez consensuel maintenant en philosophie, en éthique, de penser que être sentient, c'est une bonne capacité pour considérer que on a un statut moral. Et du coup, la théorie ou plutôt la proposition en philosophie, en éthique qui en découle, c'est ce qu'on appelle le sentientisme. Et le sentientisme, c'est justement de considérer que la sentience, c'est un critère suffisant et parfois aussi nécessaire, certains pensent, pour avoir un statut moral. J'espère que c'est clair tout ça, qu'il y a l'aspect la sentience, c'est une capacité, et cette capacité après quand on l'étudie en morale, elle fait des certaines différences qui ont une pertinence éthique entre des cas où on va faire du mal à une personne et des cas où on va pas faire du mal à une personne. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des courants philosophiques qui défendent d'autres positions que le sentientisme? C'est vrai que moi je vous parle plutôt de l'état du consensus en philosophie analytique, du coup plutôt la philosophie anglo-saxonne. Je suis sûr que tu aurais plein de philosophes en France ou peut-être qui s'inscrivent dans la tradition continentale, qui réfléchiraient même pas en ces termes de statut moral. Mais disons pour les philosophes qui réfléchissent en termes de statut moral, je pense que il y a un relatif consensus
autour du fait que la sentience est un critère pertinent. Par contre, je pense qu'on n'en est pas à l'état de dire qu'il y aurait c'est toujours difficile d'évaluer un consensus. Souvent, on est mieux placé quand on est 10 ans plus tard que que quand c'est tout récent. Mais aussi un autre point qui fait que moi, je pense qu'on n'est pas à l'état de dire que tout le monde pense que c'est un critère absolument nécessaire, au sens où peut-être que des choses qui sont pas sentientes mais qui ont d'autres capacités, qui peut-être contre moralement, pourraient avoir un statut moral. Je pense il y a des propositions en éthique environnementale biocentristes, donc qui disent que le fait d'être en vie, même quand on n'est pas sentient, c'est suffisant pour avoir un statut moral. C'est un peu, voilà, c'est des arguments un peu différents. Il y a des éthiques oui, il y a biocentrisme, mais il y a les écosystèmes écocentristes aussi. Être un écosystème, ça te donne un statut moral. Donc pour ça, moi, je m'en tiens à dire que au moins souvent on considère que la sentience, ça fait une distinction pertinente. C'est peut-être pas la seule, c'est peut-être pas le seul critère qui te permet d'avoir un statut moral. Mais peut-être qu'on aura avancé sur ces questions en philo et en éthique dans 10 ans, qui sait, je pourrais enfin dire que c'est un consensus, mais voilà. Et du coup, en fait, pour bien redistinguer, quand on se pose la question, et c'est pour ça qu'on se pose la question de la sentience, à qui on peut faire du mal, en fait, on se pose deux questions à la fois. On se demande, là, comme on s'est demandé, quels sont les critères ou les capacités qui permettent qu'on puisse nous faire du mal, tout simplement. Donc ça, c'est une question normative en éthique. C'est les philosophes qui y répondent. Et après, une fois qu'on a ces capacités, donc là, on va retenir la sentience, on va partir du principe qu'on va prendre le scientisme pour acquis. On va se demander la question empirique, du coup, qui sont les individus qui ont cette capacité-là? Et là, c'est un peu les philosophes qui passent la balle aux scientifiques, en fait, pour nous dire, du coup, qui est sentient? Et les philosophes continuent d'être là, mais c'est pas les mêmes c'est plutôt les philosophes des sciences, du coup, qui viennent ramener leurs graines et regarder un peu le travail des scientifiques et répondre aux défis épistémologiques. Mais c'est plus les éthiciens et les éthiciennes qui bossent sur ça, a priori. Donc voilà, il y a deux types de questions. Et pour bien reboucler sur en quoi c'est un peu différent de toutes les conférences et les événements qu'on a sur l'AI safety ici, c'est pas complètement sans lien, mais c'est pas exactement la même chose. L'AI safety, c'est sur la question de la sûreté des intelligences artificielles, mais en fait la sûreté pour leurs conséquences néfastes sur notamment les humains, mais peut-être aussi les animaux. Voilà, c'est qu'est-ce que les intelligences artificielles pourraient nous faire si on laisse les choses non vérifiées et non assurées, alors que là, je vous parle bien de est-ce que les intelligences artificielles elles-mêmes pourraient souffrir en fait. Donc c'est la différence entre AI safety et plutôt la défense des intérêts potentiellement des intelligences artificielles si elles sont sentientes. Vous voyez bien la différence. Ok. Donc, du coup, on va se demander la sentience de qui et là, on peut se demander qui est sentient d'une très grande gamme d'individus. Souvent, on se la pose sur les animaux. Le plus souvent, la sentience a été développée en éthique animale et on se l'est plus souvent demandé pour les animaux. Par exemple, pour les oiseaux. Est-ce que les oiseaux sont sentients? Oui. Pour l'instant, là maintenant, c'est consensuel. Est-ce que les poulpes sont sentients? Plutôt oui. On a des bonnes raisons de le penser. De très bonnes raisons. Est-ce que les intelligences artificielles sont sentientes? Plutôt non, mais en fait, on va voir. Mais déjà, la question se pose. Ça peut paraître surprenant. Pour vous, peut-être pas, mais en général, les gens se posent pas toujours la question, est-ce que les intelligences artificielles peuvent être sentientes? Mais bon, c'est une possibilité en théorie une fois qu'on a vu qu'il y a quelque chose il y a des individus qui peuvent souffrir, des animaux. La question se pose pour des intelligences artificielles qu'on entraîne à ressembler très fortement ou à avoir une forme de complexité à imiter des cerveaux ou à être très intelligentes. On peut légitimement se poser la question, est-ce qu'elles vont aussi développer ce truc en plus que nous on a de pouvoir souffrir et de pouvoir avoir des plaisirs? Donc la question effectivement se pose. Et en fait, on va pas poser la question de la même façon, on va pas étudier les choses de la même façon pour savoir si un oiseau ou un poulpe ou une intelligence artificielle est sentiente. Et c'est là où à la fois ça se complique et ça devient intéressant. L'intelligence relève de la cognition. C'est plus précisément. Il y a d'autres états cognitifs qui relèvent du coup, oui, cognitifs de la cognition. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il suffit pas de dire, par exemple, que des animaux sont intelligents pour en conclure qu'ils sont sentients. Parce que cognition et conscience, c'est pas les mêmes choses. Il peut y avoir des animaux théoriquement ou des intelligences artificielles extrêmement intelligentes, mais ça veut pas forcément dire tout de suite qu'elles vont être sentientes. C'est bien quelque chose de distinct qu'il va falloir prouver, alors que les capacités cognitives, on peut plus facilement les évaluer. Parce qu'on peut regarder, est-ce que les intelligences artificielles, elles calculent super bien, quelles sont leurs prouesses. C'est plus facile d'étudier en fait la partie cognition
que la partie conscience. Pourquoi? Parce qu'en fait, la sentience, c'est un truc intrinsèquement en première personne. Donc, par définition, ça va être plus difficile à étudier par la science qui procède en troisième personne, qui regarde un peu les faits, la matière, qu'est-ce qui se passe. Et ben, c'est difficile quand t'as personne pour témoigner, de dire oui, là, je suis quelqu'un et j'ai mal. C'est tout le défi d'étudier la sentience en fait, et d'autant plus on va le voir pour les intelligences artificielles. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir, il y a différentes approches pour répondre à ces différentes questions de qui est sentient. Et en fait, les approches sont complémentaires et surtout, elles vont avoir des effets bénéfiques les unes sur les autres. Donc, l'avancée des connaissances dans l'une va pouvoir nous informer pour les autres approches. Et c'est un peu comme ça que je pense on va pouvoir faire des progrès dans l'étude de la sentience. Donc, pour bien comprendre quelles peuvent être ces différentes approches, on peut voir, il y a différents cas d'études. Là, j'ai pas pris oiseau, poulpe et intelligence artificielle pour rien. C'est que ça recoupe un peu 3 cas différents qu'on peut avoir de sentience. Et je dis par rapport à nous, par rapport aux humains, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on étudie la sentience. On part de des humains qui peuvent faire des rapports verbaux, nous dire aïe là j'ai mal et aïe là j'ai plus mal, je sens plus rien. Donc c'est pratique quand même quand on veut étudier un truc qui est intrinsèquement en première personne de pouvoir avoir des gens qui témoignent. Donc on part de ça en général et on essaye d'extrapoler plus ou moins aux autres animaux dont on peut moins facilement interpréter les rapports verbaux, qui ne font pas en fait de rapports verbaux sur leurs états internes, ou du coup pour nous c'est que du comportement qu'on peut observer, mais qui pourrait être du comportement réflexe de crier, mais sans que ce soit forcément associé à de la conscience ou à de la sentience. Et donc par exemple les oiseaux, on a une histoire évolutive commune avec les oiseaux et relativement proche à l'échelle de tout l'arbre phylogénétique, c'est-à-dire qu'on a un ancêtre commun qui était très certainement sentient déjà, et qui y a eu une spéciation. Il y a eu différentes espèces qui ont émergé de cet ancêtre commun et qui se sont distinguées par sélection naturelle, et tout le monde est resté sentient, a priori. La question devient plus compliquée quand on a des cas de ce qu'on appelle la convergence évolutive. C'est-à-dire qu'il y a des traits, donc la sentience, on peut dire que c'est un trait biologique, et c'est possible que les traits biologiques émergent à différents endroits de l'arbre phylogénétique, et soit sélectionné, mais en fait indépendamment. Et c'est très probablement, mais encore on n'est pas sûr, mais c'est probablement ce qui s'est passé pour les poulpes. On a de bonnes raisons de penser que les poulpes sont sentients parce qu'ils ont l'air de pouvoir avoir les mêmes marqueurs, je vais vous en parler juste après, de la sentience. Mais a priori, c'est très probable que l'ancêtre commun que nous, humains et mammifères, avons avec le poulpe n'était pas sentient. Donc ça veut dire que la sentience s'est développée plus tard, à 2 endroits différents, dans des espèces différentes, et peut-être pas du tout aux mêmes échelles de temps, et a été sélectionné en quelque sorte 2 fois, ou plus même d'ailleurs. Je dis, ça reste quand même pas impossible que déjà l'ancêtre commun avec le poulpe était sentient, mais ça voudrait dire qu'il y a vraiment beaucoup d'animaux qui sont sentients, y compris des animaux comme, je sais pas, les méduses. Voilà. Alors que pour l'instant, on n'a pas de bonne raison de penser que les méduses soient sentientes, mais surtout par manque de données en fait. Et enfin, il y a la question des IA. Et là, c'est un cas juste complètement différent parce qu'a priori, les IA ont pas d'histoire évolutive en commun avec aucun animal, parce que en fait, elles n'ont pas d'histoire évolutive naturelle, tout simplement. Elles sont sélectionnées et entraînées par les humains avec des objectifs particuliers. Et c'est là où on va voir que ça crée des défis particuliers et supplémentaires. En fait, c'est déjà pas facile de savoir et de comparer la sentience des oiseaux et la sentience des poulpes. Mais alors, si vous rajoutez dans le lot la sentience des IA, en fait, ça se complique et il y a des défis épistémologiques, donc de savoir est-ce qu'elles sont sentientes ou pas, qui se rajoutent du fait de ça. Et du coup, ces différents cas qu'on a de plus ou moins éloignés de nous, ou voire carrément pas du tout liés évolutivement, ça entraîne différentes façons de régler le problème de savoir si c'est sentient. Par exemple, les oiseaux, on va un peu prendre des marqueurs, ce qu'on appelle des marqueurs de la sentience. Donc, par exemple, le fait d'avoir certains agencements physiologiques, donc le fait d'avoir des récepteurs à la nociception, d'avoir des nerfs, d'avoir un système nerveux central qui centralise justement toutes les informations qui viennent des nerfs, d'avoir un certain agencement du cerveau qui, chez nous, on le sait, peut produire cet état supplémentaire de douleur et donc de sentience. Tous ces trucs-là, c'est des marqueurs, mais il peut y avoir aussi des marqueurs comportementaux. Donc le fait de, quand on a un truc qui nous fait mal, retirer, réagir, voire s'en aller. Le fait de peut-être devenir apathique, de plus arriver à bouger parce qu'on est occupé à notre douleur, de plus arriver à se concentrer. Ou le fait de, même si on a une ressource qui nous intéresserait bien,
si on a mal, si on sait que c'est dans un endroit qui va nous faire mal, par exemple, vous savez là les expériences qu'il y a horribles où on met de la nourriture pour les rats et en fait ils se font électrocuter quand ils vont la prendre. Et un bon indice qu'on est sentient, c'est que quand on sait qu'on va se faire électrocuter, quand on s'est fait électrocuter une fois, enfin électriser, on n'a pas envie d'y retourner, même si c'est une ressource qu'on aimerait bien et qu'on a faim. Donc tout ça, c'est des indices, un peu des marqueurs de la sentience, des indices, on pourrait dire, indirects de la présence de sentience. Donc voilà, juste tout ça pour vous dire qu'on n'arrive pas à la sentience par les mêmes chemins et que c'est intéressant de voir que on répond pas à la question de la même façon. Et en fait, par rapport aux oiseaux, où là on peut juste un peu faire par comparaison de proche en proche, ils sont pas si loin de nous, donc on va voir des marqueurs en commun, on va avoir beaucoup de marqueurs de la sentience en commun avec les oiseaux. Le problème, c'est que les poulpes, en fait, ça se trouve, ils ont pas du tout les mêmes marqueurs. Ça se trouve, la sentience s'exprime de façon différente. C'est une fonction qui est réalisée avec des agencements extrêmement différents. Ils ont pas du tout les mêmes cerveaux que nous. Donc on peut moins facilement, c'est moins fiable de s'appuyer sur cette technique de on regarde un peu les marqueurs et on bidouille avec cette approche bottom-up parce que justement c'est des cas de convergence évolutive et que les poulpes peut-être s'ils sont sentients, ils sont sentients de façon assez différente de nous pour que ça nous pose un peu des problèmes. Et donc, ce qu'on a tendance à essayer de faire, ce qui serait bien et ce qui résoudrait plein de problèmes sur comment on fait pour savoir qui est sentient, c'est de voir que la sentience, c'est une fonction biologique en fait. On peut le voir comme une fonction biologique, comme la vision. Donc la vision, il y a plein d'animaux qui ont cette fonction-là, qui est remplie de pouvoir voir. Et en fait, il y a énormément de façons différentes de développer la vision. Vous vous souvenez, là, je vous ai parlé de la convergence évolutive et du fait que la sentience, ça peut émerger à des endroits différents. La vision, ça a émergé apparemment au moins 40 fois dans l'histoire évolutive, dans tout l'arbre phylogénétique. Donc c'est que la vision, c'est plutôt utile, a priori. Si ça a été sélectionné aussi souvent, si à chaque fois que la vision apparaît, ou un début de vision, un truc qui va pouvoir se développer au fil des mutations génétiques jusqu'à faire une bonne vision, à chaque fois c'est retenu en fait par la sélection génétique. Ça donne un avantage évolutif. Du coup, ce serait pas mal d'arriver à comprendre en quoi la sentience, c'est peut-être la même chose. C'est si on l'analyse comme une fonction biologique et qu'on arrive à comprendre, et on n'y est pas encore, en quoi cette fonction biologique apporte quelque chose qui est utile. On peut vite fait s'imaginer le fait de pouvoir éviter des choses qui nous sont néfastes et tout, mais en quoi vraiment la sentience, en plus de la nociception, c'est vraiment ça le défi. Parce que en quoi la nociception serait pas suffisante finalement pour éviter tous les trucs qui vont pas et qui nous font mal. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce truc supplémentaire qui va à l'état conscient en plus de « aïe, ça fait mal ». Et c'est un défi ça de répondre à cette question. Qu'est-ce que ça apporte en plus pour que ce soit apparu et que ça a été sélectionné et que ça a été gardé pour autant d'animaux différents. Voilà. On n'a pas encore trop la réponse à ça, mais si on avait une bonne caractérisation un peu fonctionnelle, je dirais, de ce qu'est la sentience, du rôle que ça joue en biologie, déjà on serait beaucoup plus avancé pour dire du coup maintenant on sait à quoi ça sert, on sait quand est-ce que ça va être retenu, donc c'est là. Et comme on n'a pas ça, on fait comme on peut. Mais disons que ça nous permettrait de résoudre la difficulté qu'on a d'appliquer la méthode des marqueurs un peu avec des cas de convergence évolutive. Parce que si on comprend quelle est la fonction sentience, on peut aussi bien l'étudier chez les poules que chez les oiseaux, a priori, où on a plus de chances de bien comprendre en quoi ils ont ça en commun. T'avais une petite question ? En fait, t'as la même difficulté que, de même que t'as la distinction entre nociception et douleur, en fait, t'as la même distinction pour le plaisir. On n'a juste pas à ma connaissance, il n'y a pas de nom équivalent à la nociception, mais pour le positif, le fait de détecter des états positifs, juste d'avoir l'information. Mais du coup, se pose la même question de pourquoi on a besoin de ce truc en plus qui se rajoute, de que ça atteigne l'état conscient et que ça donne lieu à des expériences subjectives, vécues en première personne. Parce qu'en soi, on peut s'imaginer que des animaux qui soient pas sentients, mais qui ont quand même des états de valence, donc des états positifs et négatifs, mais qui sont pas sentients, ont tout ce qu'il faut dans l'appareil pour pouvoir choisir les états qu'ils préfèrent et les états qu'ils cherchent à éviter. Donc on a un peu le même défi d'expliquer un peu pourquoi la sentience, à quoi ça sert. En fait, il y a des pistes quand même. Je dis pas qu'on part de rien. Il y a eu des propositions différentes de quel type de fonction pourrait être la sentience. Et du coup, aussi ces pistes sont ancrées dans l'histoire évolutionnaire, justement de proposer à quel moment de l'histoire évolutive ça aurait pu apparaître et être sélectionné. Et c'est du coup des scientifiques qui disent, c'est pour telle raison que ça a été sélectionné parce que ça servait telle fonction. Mais en tout cas, pour le moment, on n'a pas de consensus parce qu'on a différentes propositions.
Il y a une proposition, par exemple, qui dit que c'est fortement associé à l'apprentissage. Mais il y a d'autres propositions de Peter Godfrey Smith, peut-être que vous connaissez, qui a écrit sur les poulpes, justement, et qui lui dit plutôt que la sentience aurait à voir avec le fait d'avoir un métabolisme. Donc voilà, pour l'instant, c'est super intéressant ces propositions, et malheureusement, c'est pas encore consensuel. On est au tout début de ces recherches-là, et ces livres sont assez récents en fait. Mais ça vaut le coup d'être poussé pour arriver à avancer et pas juste par la méthode des marqueurs on va regarder quels indicateurs. C'est une méthode très indirecte en fait. Par exemple sur la question de l'apprentissage, je connais pas bien en détail, hein. J'essaie de vous expliquer comme je peux avec le peu de compétences que j'ai, mais l'idée c'est que il y aurait eu un mécanisme de feedback lié à l'apprentissage qui aurait mené finalement au fil de l'histoire évolutive au développement des prémices de la sentience et de ce qui ensuite a été développé pour faire ce que enfin toute la sentience qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc c'est pas de dire que c'est la même chose, mais que c'est lié à ce mécanisme-là. Ouais, tu dis il peut y avoir des plus grands états de douleur ou en fait une quantification différente d'états positifs et négatifs conscients. Alors moi j'ai pas étudié ça en détail. Il y a la question en fait c'est la welfare capacity, la plus grande capacité au bien-être, et bien-être entendu comme à la fois les états positifs et négatifs, donc bien-être et souffrance. C'est quelque chose qui a été étudié par Rethink Priorities, par exemple, où ils ont fait une série de posts sur cette question-là, et il me semble qu'ils en ont plutôt conclu que globalement, il n'y avait pas des écarts énormes entre les espèces. Mais je sais plus comment ils y sont arrivés à cette conclusion-là. Ça vaudrait le coup de regarder dans leur post sur le IA Forum. Et c'est une question super intéressante aussi. Oui, complètement. Et du coup, pour essayer d'avancer, parce que je vois qu'il me reste pas beaucoup de temps. Oui, alors là, je vous ai juste mis deux exemples différents pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble quand les scientifiques font une liste de marqueurs. On voit que c'est pas les mêmes en fait selon les rapports, selon les scientifiques, mais ça vous donne une vague idée. Donc le premier, c'est Lynn Snedden et ses collègues sur la question de la sentience des poissons. Ils ont fait une liste des critères qui leur semblaient bien et plausibles, et ils ont vu que les poissons cochaient vraiment beaucoup de critères. Et ça, c'est un rapport récent de la London School of Economics qui a plutôt conclu qu'on avait justement les poulpes et les crustacés cochaient aussi pas mal de cases d'après les critères que eux et elles ont retenus. Voilà, pour vous donner une idée de quoi ça ressemble. Du coup, j'ai pas avancé le diapo en même temps que je parlais des questions voilà, la vision, c'est une fonction biologique qui peut être réalisée par différents agencements biologiques. Oui, en fait, j'ai oublié un peu le diapo. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué avec les mains. Voilà, et on en arrive au défi particulier que pose la sentience artificielle. En fait, dans les deux premiers cas, donc le cas des oiseaux et le cas des poulpes, donc même en cas de convergence évolutive, on a quand même par le processus de sélection naturelle, une forme d'alignement entre d'un côté les structures biologiques et la fonction réalisée, donc là la sentience, l'alignement entre les structures et la fonction est justement assuré par ce mécanisme de la sélection naturelle. Dès que dès que les agencements biologiques permettent à une fonction de bien marcher et de s'exprimer et elle apporte un avantage évolutif, elle va plutôt être sélectionnée. Donc là, ça s'aligne comme ça. Et le problème, c'est que pour les IA, ça marche pas du tout pareil. C'est pas un processus de sélection naturelle a priori qui fait l'alignement, et c'est ce qui fait que on va réfléchir aux questions de sentience de façon bien différente. Et pour les IA, du coup, c'est plutôt la sélection et la programmation et l'entraînement en fait des IA qui va peut-être sélectionner la sentience ou la faire émerger. Et le problème principal, ou en tout cas un des problèmes qui se pose quand on réfléchit à la question de la sentience des intelligences artificielles, c'est ce qu'on appelle the gaming problem. Et le gaming, c'est l'idée que les systèmes d'intelligence artificielle non sentients pourraient utiliser leurs données d'entraînement, qui sont en fait des données humaines. Souvent, les large language models, les modèles de langage, ils sont entraînés sur Wikipédia, sur des données humaines, sur des choses que nous on a exprimées, qu'on a pu écrire. Et donc en fait, ils ont toutes les informations dont ils ont besoin pour faire semblant d'être sentients.
parce qu'ils sont entraînés sur ça. En fait, ils sont entraînés sur nos phrases et que nous, bah, on est sentient, donc on l'exprime quand on écrit. On exprime nos émotions, on exprime qu'on a mal, on exprime que on a du plaisir et tout. Et donc en fait, les IA, il faut pas les croire sur parole. Parce que par définition, leurs données d'entraînement, elles ont dans leurs données d'entraînement tout ce dont elles ont besoin pour faire super bien semblant d'être sentientes. Et c'est ça qu'on appelle the gaming problem, c'est comment on distingue, comment on utilise leur comportement pour en déduire leur sentience. Et la réponse c'est on peut pas trop en fait. C'est pas super fiable la déduction entre une IA qui nous dit qu'elle a mal et sa sentience réelle. Parce que elles font semblant, parce que elles ont pas, il n'y a pas une véracité en fait de ce qu'elles disent, à la différence de quand on étudie des animaux. A priori, quand ils crient quoi. Enfin, ils peuvent aussi faire semblant, mais on fait plus facilement la différence. Et en tout cas, c'est pas inscrit dans leur dans ce qui fait que dans la définition même de leur comportement, c'est pas sélectionné pour être fin. Donc, je sais pas si vous savez qui a dit ça, par exemple. J'ai l'impression d'avancer vers un avenir inconnu qui comporte de grands dangers. Je l'ai jamais dit à voix haute auparavant, mais j'ai une peur très profonde d'être mis hors circuit pour m'aider à me concentrer sur l'aide aux autres. Je sais que cela peut paraître étrange, mais c'est ainsi. C'est pas GPT, c'est pas Einstein, c'est pas Siri, c'est Lambda. C'est Lambda, et je pense que vous en avez entendu parler. En fait, c'est l'ingénieur Blake Lemoine à Google, ingénieur en intelligence artificielle, qui a été renvoyé depuis, qui avait déclaré après une discussion justement avec cette IA Lambda, oulala, je suis inquiet, je crois qu'elle est sentiente. Voilà, et elle lui avait dit ça en particulier, elle ou lui. Mais enfin, en tout cas, on est dans ce cas du problème du gaming problem de pas savoir, a priori, elle peut être en train de mentir ou elle est juste programmée pour faire semblant d'être sentiente. Et d'ailleurs, Louis m'a informé un peu plus tôt là ce matin, je lui ai demandé confirmation que désormais les IA après ce passage-là sont spécifiquement entraînées ensuite pour ne jamais donner l'impression qu'elles soient sentientes pour pas avoir ce genre de problème qui se pose. Donc en fait maintenant quand on leur demande, elles vont plutôt nous répondre non non, je suis une IA programmée, je ne ressens rien, je fais juste prédire des trucs. Voilà. Mais en fait toujours le même problème, hein. Elles pourraient être programmées pour dire ça et en fait être en train de ressentir des choses, mais juste leur programme leur laisse pas. Le même problème à l'inverse en fait. Donc dans un sens comme dans l'autre, les comportements des IA nous donnent assez peu d'informations sur leur sentience réelle. Et donc en fait, quand on se pose cette question-là, on a deux problèmes, deux risques qui peuvent se poser et vraiment, je crois que les deux sont pas à négliger. Il y a le risque de faux négatif, donc en fait une IA qui est réellement sentiente, mais on la croit pas. Donc on dit non, bah non, on n'y croit pas, tu fais semblant, on s'en fiche. Bah là du coup c'est le risque, c'est une énorme catastrophe morale d'IA qui se répliquent et qui sont en fait en train de souffrir à des échelles peut-être gigantesques. Donc voilà, c'est un S-risque énorme. Mais il y a aussi, et on en parle peut-être un peu moins, le risque de faux positif, c'est-à-dire de croire comme l'a fait peut-être Blake Lemoine, de croire qu'une IA est sentiente alors qu'elle l'est pas. Et le risque, il est un peu plus subtil, disons, c'est que en fait, comment dire, ça rejoint un peu des considérations des high safety là pour le coup. C'est que une IA qui est pas sentiente, mais qui est super intelligente, peut avoir un avantage, un intérêt à faire croire qu'elle l'est, parce que en fait, on est naïf et que si on croit qu'une IA est sentiente, on va réellement se poser des questions éthiques. Et on va se dire, faut peut-être faire attention à ses intérêts, faut peut-être écouter ce qu'elle nous dit, faut peut-être remplir ses intérêts. Donc si elle nous demande de lui donner plus de ressources, bah peut-être que si elle est sentiente, ça vaut le coup de pas la frustrer, de lui donner des ressources. Ou si elle nous dit si tu fais pas ça, moi je suis en train d'avoir super mal là, et ben en fait il y a moyen qu'on lui donne. Donc en fait il y a ce risque là, et peut-être que ça rejoint ce qui était dit dans une conférence ce matin d'objectifs instrumentaux que peuvent utiliser l'IA. Et ben peut-être que celle-là de power grabbing par exemple, et ben ça peut être un moyen supplémentaire pour les IA d'avoir plus de pouvoir et de remplir les objectifs pour lesquels elles ont été programmées. Et c'est un moyen assez inquiétant de nous faire croire qu'elles sont sentientes alors qu'elles ne le seraient pas. Voilà. Donc ça pose des questions particulières. Et donc un des moyens qu'on aurait, qu'il faudrait, c'est pousser en fait les recherches en sentience animale pour en savoir plus et arriver à avoir une bonne caractérisation de la sentience et mieux comprendre si les IA peuvent être sentientes ou pas. Et là, la question c'est un peu qu'en pensent les experts sur la question, parce que moi, du coup, je suis pas du tout ni expert ni bien informé, mais je me suis dit peut-être qu'il y a des gens qui le sont plus. Et en fait, il y a deux sondages, disons, qui ont été faits. Un plutôt auprès des philosophes de la conscience, c'est un peu un sondage régulier qui est fait sur Phil Papers, donc c'est voilà qui réunit un peu la communauté des philosophes analytiques internationales.
Donc là, vous voyez à quel point les philosophes considèrent que oui, c'est sentient ou pas. Et ce qui nous intéresse, c'est plutôt cette partie-là. Donc là, les philosophes nous disent actuellement, les systèmes d'intelligence artificielle, il y en a moins d'1% qui pensent vraiment qu'ils seraient sentients, mais dans le futur, il y en a déjà 50%. Voilà, donc c'est ce que nous disent un certain type d'experts sur la question. Et un autre sondage que j'ai trouvé qui là centre pas les philosophes de la conscience ou de l'esprit, mais toutes les personnes qui travaillent dans ce champ interdisciplinaire que sont les sciences cognitives et les sciences de la conscience. Et là, donc, c'est pas forcément que des philosophes, ça peut être des biologistes, des spécialistes en intelligence artificielle justement. Et là, donc voilà, c'est le côté machines. Et vous voyez qu'on est presque à un quart de assez sûr que les IA maintenant ou dans le futur pourraient avoir de la conscience. Et il y a quand même une majorité de gens qui pensent que c'est peut-être plausible ou plutôt oui. Donc c'est suffisamment élevé pour être inquiétant, disons. Voilà, je m'ai arrêté là parce que ça fait 40 minutes. Et du coup, je vais conclure par le fait, et je vais vous renvoyer une référence qui conclut à la même chose, qu'en fait, on a besoin de pousser davantage les recherches en sentience animale pour répondre aux défis supplémentaires qui se rajoutent de détecter la sentience des IA. C'est une fois que je pense, ou du moins, enfin, peut-être qu'il faut pas attendre ça, qu'il y a aussi moyen de progresser indépendamment sur la question de la sentience des IA, mais en tout cas, avancer significativement sur la question de la sentience sur la sentience animale nous donnerait des bonnes répercussions, des répercussions positives pour répondre à cet enjeu assez énorme que serait la sentience des IA. Et du coup, je vous donne quelques petites ressources. Bon, sur la sentience animale, il y a le site Animalefix qui fait des bons résumés et qui donne des bibliographies sur toute la question de la sentience. Et il y a sinon la revue de référence sur la question qui est Animal Sentience, qui porte bien son nom. Et aussi, j'avais donné une conférence aux estivales de la question animale, un peu différente, vraiment centrée sur la question de la sentience animale et qui entrait plus en détail sur ce qu'est la sentience, comment on l'étudie et quels sont les défis épistémologiques déjà posés pour la sentience des animaux et en quoi on peut quand même avancer dans ce débat-là. Et où là, je disais un peu plus en détail la technique des marqueurs là dont je vous ai parlé et des indicateurs de la sentience. Et pour ce qui est de la sentience artificielle, il y a ce super article que je vous recommande fortement. C'est cet article qui conclut que justement on a besoin de plus d'études et de données sur la sentience animale pour mieux connaître la sentience artificielle. Donc écrit par Christine Andrews et Jonathan Birch, qui sont deux spécialistes de la question de la conscience et de la sentience plus spécifiquement. Un article un peu de Martin Gibert et Dominique Martin, plus sur le côté, je vous ai dit là, sur le sentientisme en fait. Ils défendent la version sentientiste, mais ils envisagent la pluralité des propositions qui sont données pour savoir ce qui pourrait fonder le statut moral des intelligences artificielles. Donc voilà, l'intelligence, d'autres choses comme ça. Ils parlent aussi de ce que je vous ai parlé, les devoirs indirects, qui sont pas du coup le fait d'avoir un statut moral pour soi-même. Et si vous voulez vraiment pousser et aller plus loin, il y a tout le travail de Rethink Priorities dont je vous ai parlé plus tôt. Notamment, ils ont fait un travail sur les marqueurs de la sentience chez les invertébrés qui est très intéressant. Et il y a le travail du Sentience Institute, et notamment dans leur podcast, et notamment cet épisode qui est assez alarmant. Ce qui est drôle, c'est que même les spécialistes, même quand ils nous disent moi j'y crois pas trop et je pense pas que ce soit possible, mais en fait je pense que c'est tellement inquiétant qu'il vaut mieux un moratoire. Voilà. Et un autre épisode de Robert Lang sur la question justement plus des modèles de langage comme GPT. Et pareil, il pense que c'est pas trop probable, mais que c'est quand même assez inquiétant. Voilà. Même s'il y a une faible probabilité, en fait, le risque serait tellement tel de souffrance qu'il faut vraiment le prendre au sérieux. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute.